Bonjour, je suis Danilo Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS et Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Coralie Dussart, CEO et fondatrice de l'agence SPAG, une agence de growth marketing. Vous connaissez les agences d'acquisition comme la mienne qui ont pour but d'aider les entreprises à trouver de nouveaux clients, le plus souvent avec la publicité payante. Et puis, il y a les agences growth qui construisent pour leurs clients un véritable écosystème d'acquisition, de rétention et de referral. C'est donc une prestation plus globale et plus complexe que celle des agences d'acquisition. On ne va pas se le cacher. Je suis donc honoré de recevoir Coralie pour les 2 prochains épisodes de ce podcast. Donc, dans ce premier épisode, on va voir avec Coralie comment construire une équipe growth pour votre entreprise. Alors je précise que cette équipe peut être constituée d'1 ou 2 personnes avec éventuellement des prestataires de services comme des agences. Donc ne pensez pas que cet épisode ne s'adresse qu'à des startups en croissance. Alors quelles sont les questions que j'ai posées à Coralie à ce sujet? Je vous en donne quelques-unes. Donc la première, c'était de revoir avec elle la définition du growth et du métier en lui-même au sein d'une entreprise ou d'une agence. Ensuite, lorsqu'on veut faire du growth, on a besoin d'une équipe et de certains profils. Donc, qui sont-ils et seront-ils différents en fonction des stades de croissance de l'entreprise? Troisième question, quel est le process de Coralie pour recruter un profil growth? Où est-ce qu'elle va chercher ces profils? Quelles sont les études de cas qu'elle leur fait passer? Donc, vraiment, une partie sur le recrutement et j'ai même donné mon avis. Quels sont les salaires pour ce type de rôle au sein d'une entreprise? Et pour terminer, une fois l'équipe en place, comment s'organise-t-elle et quelles sont leurs petites routines et rituels? Dans le second épisode avec Coralie qui sortira la semaine prochaine, on parlera de méthodologies avancées pour optimiser la rétention de vos clients, notamment en e-commerce. Voilà pour le programme de cet épisode. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Coralie Dussart. C'est parti! Salut Coralie et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Salut Danilo, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience? Donc, je dirais rapidement ton parcours et la boîte que tu diriges aujourd'hui. Ouais, bonjour à tous. Donc moi c'est Coralie Dussart, je suis la fondatrice d'un cabinet de growth marketing qui s'appelle SPAG. Nous on est en France, on est basé entre Paris et Lille. La moitié des équipes est à Paris, l'autre moitié à Lille, mais on travaille partout en Europe. Qu'est-ce que c'est un cabinet de growth? C'est un mix entre un cabinet de conseil en strat et une agence média, en gros. Donc nous, on fait l'intégralité des stratégies et de la mise en place opérationnelle sur des stratégies growth pour nos clients, qui sont tout type de clients. On travaille pour des petites startups, ça peut être pour une marque de croquettes aux insectes, par exemple, jusqu'à des très grands groupes de food. On travaille pour des marques comme McCain, Decathlon, Leroy Merlin, voilà. Et entre, on a aussi, on travaille pour des startups scale-up plus ou moins connues dans le paysage. Donc, je peux citer par exemple Ornicar, Exotech, si on doit citer quelques licornes françaises. Ouais, bravo. Voilà, ouais, c'est très cool. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, ça fait à peu près 4 ans qu'on existe. Avant, on passe sous ce format-là. Avant, on était vraiment, on faisait pas de marketing. Les gens nous contactaient par le bouche à oreille, mais donc on est sorti du bois, je dirais, il y a 2 ans officiellement, mais on existe depuis un petit peu plus longtemps. Voilà. Et puis moi, pour la petite histoire, j'ai été formée plutôt au growth à l'étranger, à la technique anglo-saxonne à Londres pendant 4 ans, au sein d'une startup B2C dans la conciergerie Airbnb et d'une startup B2B. Donc j'ai vraiment les 2 volets. Et puis c'était vraiment cette notion de marketing à la performance, de growth marketing qui est super commune aux US et en Angleterre que je voulais ramener en France et aux alentours. Donc c'est pour ça que j'ai créé SPAG il y a 4 ans.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a justement mené à créer ton entreprise en sachant que c'est un vrai challenge d'être entrepreneur et surtout je trouve que le growth marketing, c'est limite encore plus, compliqué que d'être une agence média qui va faire des campagnes sur Facebook et Google, où C'est finalement vrai. tu te soucies réellement, de l'impact des campagnes sur le chiffre d'affaires, mais pas forcément sur tout le funnel d'acquisition. En tout cas, moi, quand je vois ton agence et ce que tu fais, ça m'a l'air complexe. En fait, ça demande directement d'avoir, plusieurs experts dans différents métiers. Mmh. Quand tu t'es lancé, tu t'es posé ce genre de questions-là? Ouais, non, c'est une très bonne question. Je pense que quand on devient entrepreneur, on se rend peut-être pas compte au début de la complexité du métier d'entrepreneur. Donc je pense que je me suis pas trop posé la question, en fait, au début. Après, j'ai été très bien accompagnée parce que je j'ai développé mon entreprise dans un startup studio, qui est en fait une fabrique à start-up qui, en l'occurrence, pour moi, s'appelle Sparking Partners. Donc je suis très bien accompagnée sur le plan stratégique, avec mes associés, donc Martin et Charles. Et sur le côté complexité, je te rejoins tout à fait. Faire du growth, c'est compliqué parce que c'est très transverse, mais je pense que je reviendrai après sur ma définition du growth. Euh, et donc, j'ai beaucoup de profils différents. Ce qui m'a motivée pour le faire, je dirais j'ai eu deux éléments déclencheurs. Le premier, c'est que quand je suis revenue en France après mes années d'expatriation, j'ai trouvé ça étonnant l'image que les agences avaient en France. Une image pas très positive, où il n'y avait pas de transparence, pas beaucoup d'échanges, voilà, des coûts un peu exorbitants et voilà. Et puis justement, comme tu le disais, des agences très spécialisées où il fallait multiplier les agences, donc multiplier les coûts. Et donc je me suis dit que je ne comprenais pas en fait moi pourquoi il y avait cette image-là, sachant qu'en Angleterre les agences c'est là où il y a les meilleurs profils, c'est très expert, c'est très reconnu. Et je comprenais pas non plus pourquoi on pouvait pas mettre à disposition d'un client, d'une équipe, d'une start-up, une équipe marketing externalisée, comme si c'était la propre équipe d'une entreprise, avec du coup tous les pans de profil que ça veut dire. Donc c'est-à-dire des personnes qui sont fortes en acquisition, des personnes qui sont fortes en rétention, des personnes qui sont fortes en CRM, des spécialistes Facebook, etc. Donc c'est comme ça que j'ai construit mon équipe pour la mettre à disposition d'autres startups pendant des phases de transition. Par exemple, quand ils sont en train de recruter, on sait que recruter des profils growth, ben, ça prend du temps. Donc, il se peut qu'il y ait 6 à 8 mois où ils ont besoin quand même d'accélérer leur croissance. Donc, nous, on vient mettre notre équipe, notre squad, entre guillemets, à disposition. Ou avant des levées pour démontrer de l'attraction forte, post-levée de fonds aussi pour justement rationaliser les investissements. Où souvent, ça fait partie des spécificités de SPAG, comme on est une équipe très internationale, on est souvent démarché pour développer des pays, faire des tests digitaux de go-to-market dans des pays en Europe, donc de la France vers d'autres pays ou de l'Europe vers la France, par exemple, parce qu'on est capable en natif de faire des campagnes en espagnol, en allemand, en anglais. Voilà, donc on est en russe, en grec, enfin, j'en passe, on est capable de targeter globalement toute l'Europe et même les Heu, États-Unis, l'Amérique latine, tout ça, quoi. ouais, ça c'est intéressant que vous pouvez faire des campagnes dans d'autres pays, mais même en interne, vous avez des personnes qui parlent différentes langues, en plus du Ouais, français, anglais et qui peuvent parler ouais. justement, espagnol, grec, ça c'est bien ça. Ouais, Ça ouais, c'est c'est quand ça, même une très, ça très fait bonne, vraiment ouais, ça fait vraiment partie de notre ADN. Ça, pour le coup, c'est vraiment différenciant. Je pense qu'on n'est pas du tout franco-français. Déjà, notre positionnement géographique avec l'île fait qu'on est très proche de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Angleterre, ouais. de l'Allemagne. Et en plus de ça, on a des personnes en natif en interne. Donc, nous, on ne sous-traite rien en termes de langue. D'accord, ouais. Donc, ça, c'est top. Moi, une question là qui me venait en tête quand tu parlais, c'est tu parlais du fait de mettre à disposition à des entreprises une équipe growth. Au Mhm. début, donc il y a 4 ans, est-ce que directement tu as créé une équipe growth, on va dire, de quelques personnes ou est-ce qu'au début c'était vous, l'équipe growth, c'est-à-dire vous les fondateurs? Ouais, au début, c'était moi qui faisais tout de manière très concrète. Je faisais à la fois la Oui, strat et l'opérationnel. Ce que je faisais, la différence, c'est que je prenais moins de clients en même temps. oui, Donc moi, j'en gérais 4, 5 à la fois sur tous les pans marketing. Et puis à des niveaux de développement différents, c'est-à-dire qu'il y en a où j'étais plutôt comme une CMO, donc oui. une Chief Marketing Officer as a Service, quoi. Je venais gérer leur équipe plutôt de juniors et donner l'impulsion, la strat, les reporting et animer toute l'équipe. Puis il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout équipés, donc là je venais faire toute la partie opérationnelle aussi. Notamment une entreprise en Belgique, Dailytoon, on a eu un très beau succès suite à ça. Une entreprise dans les mangas coréens, le webtoon, Je connais pas. qui se snack en smartphone et qui, suite à notre collaboration, a pu lever pas mal d'argent avec TF1, puis être vendu
en Corée dans la foulée, donc c'était une très belle success story. Ou en Allemagne aussi, on a travaillé pour quelques marques en Allemagne de cette manière-là. Donc au début c'était moi, puis petit à petit, selon les demandes que j'avais, j'avais beaucoup de demandes de personnes qui parlaient allemand, donc j'ai recruté mon premier profil franco-allemand, voilà, spécialisé en digital, en acquisition. Puis après j'avais beaucoup de demandes en B2B, donc j'ai des experts en B2B maintenant. Et, enfin, voilà, c'est Oui. comme ça que j'ai construit Donc, l'équipe. de Mm, fil en aiguille, en fait, finalement, en fonction de la demande, tu te disais, OK, j'ai une personne qui veut faire des campagnes en Allemagne, donc j'ai besoin d'une personne qui sait faire des campagnes, mais qui parle aussi allemand, et ainsi de suite, si je comprends exactement, bien. voilà, tout à fait. Ouais, Ouais, ça n'a c'est pas ça. été, il me faut un expert en Facebook, un expert en CRM, un expert en... T'as pas fait comme Non, ça, parce quoi. que moi j'avais quand même une palette de compétences qui me permettait de faire un peu de faire tous les trous de la raquette en fonction des profils que j'avais. Et donc, ouais, selon les demandes et selon les difficultés des projets, j'ai petit à petit recruté comme ça. Bon, il se trouve que du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai tout type de profil qui parle plein de langues, donc c'est parfait. Mais au début, ça fait bien évidemment petit à petit. OK. Et aujourd'hui, rapidement, c'est quoi les challenges d'avoir une telle équipe est-ce que, enfin, par exemple, ça peut être des process, ça peut être s'assurer que tout le monde soit content, ou que les gens montent en compétences, ou qu'est-ce que Ouais, c'est votre challenge c'est un aujourd'hui? peu tout ça à la fois, mais je te dirais que le plus gros challenge, c'est les process quand on est en forte croissance. C'est de bien Ouais, structurer et nous, d'avoir les mêmes standards de qualité sur tous nos clients. Donc, on y arrive super bien, mais je voudrais maintenant bien processer ça pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Pour ce qui est de les rendre contents, on a un ADN très très fort chez Spag de solidarité, justement de culture super différente. Donc, en termes de rétention et de montée en compétences, c'est c'est cool. Il y a beaucoup de partage en fait chez ouais. Spag. Et puis on a même des parcours de formation assez poussés en interne où on Ah, forme OK. au growth, ouais, on forme à la technique growth, mais aussi à l'entrepreneuriat parce que ça fait partie, voilà, de comprendre le business de nos clients, c'est important. Quand on fait du growth, on fait pas juste des campagnes marketing, et même au leadership. Donc on a maintenant, j'y reviendrai un petit peu après, sûrement des parcours internes. Ah bah écoute, ouais, avec plaisir pour y revenir, parce que moi ça m'intéresse parce qu'on veut aussi chez nous créer des petits parcours de formation avec bah voilà, l'expert en media buying qui nous fait des petites formations sur le Facebook, une autre qui nous fait des formations en Google et ainsi de suite. Et qu'on peut... D'accord. moi je suis pas du genre à vraiment à ce que tout soit gravé dans le marbre, mais que bah, chaque personne puisse former les autres à son Mmh. métier et préparer quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais, mais Mais les ça marche process... bien ça. Mmh. Ouais, mais les process, c'est aussi quelque chose. Est-ce que ça fait partie de ton rôle justement de t'assurer que les gens en fait créent des process de ce qu'ils font, c'est-à-dire voilà, quelqu'un réalise un, un funnel par email qui marche Mmh. plutôt bien. Est-ce que tu vas lui demander finalement de le mettre quelque part dans un Notion ou dans un Google Drive Ouais. pour que tout le Mmh. monde s'en souvienne? Ouais, c'est un peu ça, alors c'est une culture, la documentation, la culture Oui, de l'écrit, c'est important. oui, Au début, on s'est un peu construit, ça dépendait des profils, il y en a qui l'ont naturellement, d'autres pour qui c'est plus compliqué. c'est vrai. Là, on essaye d'homogénéiser tout ça pour que tout le monde soit au même niveau. On a des outils de gestion de projet, nous, parce qu'on a des projets complexes à gérer, et dans ces outils de gestion de projet, on a, des Notion-like, enfin oui, des endroits qui nous permettent de documenter. Donc maintenant, on documente tout ce qu'on fait. On a une data scientist, par exemple, pour qui la documentation, c'est clé, enfin, c'est naturel, puisque comme les développeurs, Oui. ils documentent de manière assez typique. Ça l'est moins pour des growth marketers ou des growth hackers. Et oui, c'est mon rôle de faire en sorte que tout soit documenté. Donc, je suis assez rabat-joie là-dessus. Mais c'est aussi le rôle de on a des directeurs clientèle maintenant qui sont là pour s'assurer des standards Ah, qualité ok. sur tous nos clients. Et nos directeurs clientèle documentent eux aussi les fiches clients, les best practices, on a des how-to, on a pas mal de choses. Euh, voilà. Ouais, non, moi je suis dans ce même état d'esprit-là de vraiment documenter un maximum de choses. Donc, admettons, quelqu'un fait un super document pour le Q4, donc comment faire organiser des campagnes Facebook Ads pour le Q4 et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place. Je vais d'abord demander que ce document-là, en fait, on le mette quelque part dans notre Notion ou dans notre Drive et qu'on le complète au fur et à mesure pour Mm. que derrière, l'année prochaine, on puisse le réutiliser. Un autre truc qui est important aussi pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des équipes, c'est de vous assurer, comme disait Coralie, que tout le monde a un peu les mêmes méthodes de travail. Par exemple, chez nous, pour Facebook Ads, on est en train d'utiliser de plus en plus un tableau Excel pour gérer les campagnes, un tableau qui va reprendre les tests qu'on réalise et les résultats qu'on voit, des pistes d'optimisation possibles selon certains cas. Et en fait, l'idée, Mhm. c'est que tout le monde utilise ce tableau-là et documente tout ce qu'il fait sur un compte pour que derrière,
si un jour notre client nous dit, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur le compte les 3 dernières semaines, mais qu'on puisse le dire facilement. Et en fait, c'est dans l'équipe, justement, j'en ai qui sont moins à l'aise à le faire parce qu'ils ont moins l'habitude. Je pense que Ouais. Coralie, elle connaît ça. Et d'autres qui n'ont aucun souci à le faire parce qu'ils ont besoin de ce type d'outils pour bien travailler. Et ça, c'est vrai que pour les agences et prestataires de services, c'est un vrai challenge que tout le monde soit un peu au diapason et fonctionne de la même manière. Ouais, tout à fait, je te rejoins complètement là-dessus. Et les templates, enfin, ce que tu disais, en fait, d'avoir Oui. des documents spécifiques qui fonctionnent pour tout le monde, ça c'est clé. Et puis nous, on a beaucoup de documents de monitoring où on met toutes les actions qu'on fait pour Mm. justement voir l'impact de toutes les actions, Ouais, en exactement. Ouais. plus des sujets de reporting avec voilà, des tableaux de prévision. Voilà. Mais ouais, c'est un vrai sujet de mindset. Pour le coup, il faut, Ouais, c'est nous, ça. on a une personne de chez Alan qui va venir intervenir chez nous pour Ah oui, ils expliquer la sont forts, ouais. documentation de Ah ouais, l'étude. ouais. Tout est par J'ai écrit. lu le livre, vraiment, et t'as l'impression que c'est incroyable. Franchement, quand j'ai lu le livre, j'ai dit, mais c'est très difficile à mettre ça en place chez nous. Il faut vraiment être très rigoureux, mais c'est incroyable. Quand j'ai lu le livre, j'étais choqué, quoi. Voilà. Donc, voilà, on va essayer de s'en approcher, de pas tout faire, parce que je pense que la culture de l'oral et le partage, c'est important aussi. Ouais. En tout cas, même en vidéo, enfin en visu, pardon, de voir. Nous, on a une culture du bureau qui est assez forte, Ah oui. où tout le monde partage des choses, etc. Et je trouve que les meetings en one-to-one, c'est sympa pour faire passer les messages et bien brainstormer. Après, c'est important de mettre par écrit, ça permet aussi une vraie C'est ça, rigueur dans ouais. l'analyse. C'est top, ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, une réunion, on doit toujours, en fait, avoir un compte rendu. On va dire, c'est devenu un second, comment dire, allez, seconde manière de penser, c'est de se dire, voilà, on fait une réunion, on note ce qu'on s'est dit. Pour moi, c'est indispensable. Mais ouais, je te rejoins sur pas mal de trucs. C'est vraiment les mêmes challenges qu'on a, je pense, quand on est agence, prestataire de service. C'est voilà, Mm. culture de l'oral, de l'écrit, s'assurer que tout le monde suive un peu la même manière enfin, une méthode de travail, on va dire, qui a montré son efficacité. Et Ouais. ça me paraît normal, en fait. Donc, hyper intéressant. Ben, et puis même, j'allais dire, toi, pour Agence Growth, je pense que tout ce qui est monitoring, c'est encore plus important que pour nous parce que vous devez vraiment tout regarder, l'impact de chacune des actions sur le coût d'acquisition, sur la rétention, le taux de réachat, enfin toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est encore plus pointilleux que les agences médias qui font de l'acquisition. Ouais, on revient toujours au funnel AARRR dans Oui, ce qu'on ok, fait je pour vois. valider nos actions. Oui, Voilà, ce modèle, donc je le répète au cas où vous ne connaissez pas, mais enfin, en français, ça donne acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Quand nous, on met nos stratégies en place, on intervient à toutes ces étapes de ce funnel oui. sur plein de leviers différents. Donc, voilà, on a des matrices assez complexes pour suivre ce qui est fait partout. Voilà. Et C'est vrai que bien ce, s'assurer que tout fonctionne. C'est vrai que ce framework, il est très très puissant et on l'a abordé dans le podcast avec Yann Leonardi, épisode numéro 6 ou numéro 5, numéro 6, je dirais, donc c'est il y a très longtemps. Donc vraiment un épisode que je vous conseille. Et c'est vrai que ce funnel, j'ai l'impression que les agences de growth qui se respectent, on va dire, l'utilisent quasiment, comment dire, toutes, d'une manière ou d'une autre, quoi. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment à toutes les entreprises, c'est tout le temps la même Ouais, c'est méthode de assez, travail. ouais, si, c'est assez réplicable. En tout cas, ça peut être utilisé presque de manière systématique, modulo quelques petites mises à jour. Mais oui, oui, c'est quand Ouais. même, ça s'applique pour tout. Bah, ouais, c'est bien d'en parler. Bah, justement, on peut embrayer sur le sujet du growth parce qu'aujourd'hui, Ouais, on va parler principalement de comment constituer une équipe growth et finalement qui recruter, comment recruter ces personnes-là, est-ce qu'une entreprise, selon son stade de croissance, va avoir la même équipe qu'une entreprise qui est beaucoup plus avancée dans la croissance. Et puis après, parler de rétention, simplement. Donc, comment est-ce qu'on optimise sa rétention, comment est-ce qu'on la mesure, comment est-ce qu'on on augmente le taux de réachat. Donc, si ouais. tu veux, on peut commencer par la partie growth et voir avec toi dans un premier temps quelle est toi ta définition du growth et je dirais ensuite du métier en lui-même au sein d'une entreprise ou d'une agence. Parfait. Bah, écoute, deux sujets qui me plaisent bien, la constitution d'une équipe growth et la rétention. Je pense qu'on est plutôt bien placé pour en parler. Alors, ma définition du growth, je pense qu'elle va être assez classique. Je pense que maintenant, enfin, on s'accorde sur une définition tous ensemble, mais c'est globalement la mise en place je dirais, d'un système d'action marketing. Je viens d'en parler, mais sur l'ensemble du parcours utilisateur, donc sur l'ensemble du funnel. Euh, Principalement basé sur de l'expérimentation, de la donnée, de l'itération. C'est ça aussi ce que c'est que le growth hacking, dans le but d'atteindre des objectifs rapidement. Il y a un peu cette notion de vélocité qui est importante sur l'atteinte des objectifs et de manière pérenne, donc la durabilité dans le temps de nos actions.
Voilà, on essaye de pas faire que des feux de paille, ça c'est quand même mieux, et de construire un système qui se répond et qui s'abreuve de données et qui s'améliore. Donc globalement, ma vision du growth, elle est très transverse, très holistique, je dirais, et itérative dans tous les cas. Il faut que ça soit basé sur de la donnée. Donc attention, le growth n'est pas que de l'intuition. Euh, Ah voilà, oui, donc j'allais ça dire. revient, Ouais, c'est ça. ouais, ça revient au modèle AARRR qu'on disait tout Ok, à l'heure. on mesure tout. Et donc finalement, un growth marketer, qu'est-ce qu'il fait? On va dire quelqu'un qui fait vraiment enfin, son rôle, c'est juste ça, c'est de faire du growth. Euh, Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui devraient se reposer cette question quand ils veulent candidater ou quand ils arrivent dans un poste, quand ils Ah font ouais. du growth marketing. Alors que ce soit en entreprise ou en agence ou en cabinet comme chez nous, mais globalement, faire du growth, ça veut dire faire de la croissance. Donc, pour faire de la croissance, c'est quand même un objectif évident, c'est de comprendre euh, les objectifs de la croissance et comment on peut y arriver. Donc, c'est-à-dire que ça passe par le produit ou le service qui est vendu. Ça, c'est le premier enjeu, je pense, c'est de bien comprendre ça, bien comprendre les points de différenciation, comment les améliorer. Donc, le growth marketer ou le growth hacker a quand même un devoir d'amélioration de produit, de J'allais dire, compréhension du oui. produit, voilà. Hmm. Avant toute chose. Et puis ensuite, c'est bien évidemment, une fois qu'on a ça et qu'on travaille là-dessus, en parallèle, c'est comment on le vend, donc comment on diffuse et comment en fait on vient répondre à toutes les phases de réflexion d'un utilisateur ou d'un prospect avant qu'il devienne client, et puis comment on fait de la croissance dans tout ça. Donc en fait, c'est multi-levier, multi-étapes. Voilà, il faut être très couteau suisse, je dirais, pour faire du growth. Parce qu'il faut à la fois un côté très rigoureux et à la fois un côté très créatif et débrouillard, main dans le cambouis. Donc, c'est un peu antinomique quand on regarde ça de l'extérieur. Bah oui, c'est un métier très complexe, mais derrière ça, je suppose qu'une personne qui est growth marketer va s'entourer d'autres personnes qui peuvent être des prestataires, qui peuvent être même Bien des sûr. stagiaires, alternants ou d'autres salariés qui vont les aider, par exemple, pour des projets de design, d'implémentation de campagne marketing, de création de funnel. Mais je trouve que ta remarque sur le fait de se questionner sur le produit ou service qu'on vend et de comment justement l'améliorer, ben, c'est une chose dont j'ai discuté avec Benoît Dubos qui me disait ben, justement, le growth, ça passe aussi par le produit et de nombreuses entreprises qui se sont développées très rapidement ont une croissance product-led growth parce que le produit, en fait, Mmh. se faisait Porte sa tout. promotion tout seul, on va dire, et aussi par Exactement. des boucles j'oublie toujours le mot, la boucle de, hmm, Des viral loops, des growth loops. peut-être, c'est ouais, des Mmh. growth loops, Mmh. que finalement le produit grossissait parce qu'en fait, un utilisateur en attirait un autre et ainsi de suite. Je pense que c'était un peu Mmh. ça que Benoît Ouais. nous parlait. Il faudrait que je me rappelle bien ce qu'on s'était dit. Et donc, c'est vrai que ça avait changé un tout petit peu ma façon de penser par rapport à ça. C'est que ça passe pas uniquement par des campagnes marketing ou de la création de contenu. Tu n'en as pas beaucoup parlé, mais est-ce que toi, tu considères aussi que la création de contenu, c'est un des indispensables du growth quand tu veux surtout faire de l'acquisition ou même de la rétention? Ouais, bien sûr. Alors après, la création de contenu, on est déjà dans le très spécifique. La création de contenu, ça veut dire quoi? C'est créer du contenu qui vient expliciter le produit ou le service, ou en tout cas Par exemple? aider les consommateurs, les futurs consommateurs dans leur choix de produit. Donc oui, oui, bien sûr, ça fait partie de la diffusion des qualités du produit ou du service et de l'aide au choix. Donc la création de contenu, enfin, disons qu'offrir du contenu éditorial et ne pas faire que du commercial, ça fait partie du mindset growth, effectivement, tout à fait. Ouais, ouais, je pense à plein de types de contenus. Je pense aux études de cas, je pense à des articles de blog plus haut de funnel. Mhm. Ça peut être vraiment de tout. Sur le coup, quand j'étais Ouais, vraiment, je ouais. pensais à ça au sens large, quoi. Même une vidéo de démonstration du produit, par exemple, qui est bien faite, qui est bien réalisée, qui va être, qui va apparaître sur une landing page ou à un certain endroit dans le funnel. Donc, c'est à ce genre de choses-là que je pense. Bah, je pense, si on revient à ce que je disais avant, effectivement, il y a le produit, le savoir-faire, la technicité, le service qui est vendu, et puis après, il y a le faire savoir. Donc, dans le faire savoir, la création de contenu est clé aujourd'hui, c'est sûr. Mais il faut créer du contenu impactant, personnalisé, pertinent à chaque étape du funnel. Voilà, on n'est plus dans les années où on peut spammer et faire de la diffusion de masse sur du contenu pas qualitatif, en tout cas. Ah, bah oui, c'est ça. Non, c'est clair qu'aujourd'hui, en création de contenu, il faut non seulement diffuser un contenu de qualité, mais aussi un contenu qui est pertinent selon le stade de la personne dans le funnel. Sinon, bah, en fait, on va attirer que des personnes qui bah, sont juste curieuses, mais ne sont pas forcément prêtes à acheter. Je ne sais pas si tu vois l'idée, c'est d'avoir des contenus du type très haut de funnel et qui, du coup, créent beaucoup de trafic, mais pas beaucoup de conversion. Donc, il faut un peu avoir de tout. Et il faut être stratège là-dessus, quoi. C'est pas, je pense que le plus important, c'est pas forcément le volume ni la qualité, c'est aussi ben, le contexte et l'intention qu'il y a
derrière chaque contenu. Enfin, c'est tout à un fait. peu comme ça que je le vois, quoi. Mm. Ouais. Admettons que tu veux créer une équipe growth à partir de maintenant et que voilà, tu as les moyens pour le faire. Quel profil tu recrutes? Et je te dirais même, comment savoir quel profil tu vas recruter selon ton stade de développement, que tu sois 10 personnes, 5 ou 20. Je pense que c'est un peu les cas qu'on voit le plus Mmh. souvent. Donc, je serais intéressé de le savoir. Bah, je pense que là, tu mets le point sur quelque chose de super intéressant. Tu parlais des stades de croissance de l'entreprise. Je pense que c'est super clé au moment de construire une équipe growth. Oui, Bon, alors, nous, on le fait en interne parce qu'on a besoin de qualités spécifiques. On le fait même pour nos clients parfois de les aider à choisir c'est ça, les ouais. bons profils au bon moment. Mais pour le coup, je pense que je vais plutôt revenir à quelques fondamentaux, mais et citer, je ne sais pas si vous connaissez Andrew Chen, un des partenaires du très connu fonds d'investissement américain Andreessen Horowitz. Bon, en tout cas, si vous le Moi, connaissez je le pas, connaissais pas, comme tu disais. il a écrit pardon un livre qui s'appelle The Cold Start Problem. Et il a aussi écrit quelques articles sur le growth, notamment un qui s'appelle Growth Hacker is the New VP Marketing. Et je vous conseille de les lire. En tout cas, il explique quelque chose sur lequel je suis assez d'accord, c'est qu'une entreprise passe par plusieurs stades. Alors, je vais le dire en anglais, mais je le dirai après. Ouais, Mais voilà, le cold start problem, c'est-à-dire le moment où on réfléchit à la problématique de son entreprise et on veut lancer son projet. Il y a un peu le tipping point, qui est vraiment le début d'inflexion vers une croissance. Le escape velocity, c'est vraiment le moment où on est en pleine croissance et voilà, où ça va plus vite. C'est ce qu'on appellerait l'exponentiel, je pense, en français. The ouais, ceiling, c'est un peu, voilà, on arrive à une phase un peu de stagnation et après, c'est vraiment, est-ce qu'on arrive à refaire une boucle de ce type-là ou est-ce qu'on descend dans ce qu'ils appellent the moat et là, c'est vraiment le déclin. Et ce qui est important de comprendre, en tout cas la conclusion, c'est que à chaque étape de la croissance d'une entreprise, on a besoin de profils qui sont différents. Dans tous les cas, je dirais une des conclusions, c'est que le fondateur ou la fondatrice ou le ou la CEO doivent concrètement toujours être impliqués dans la stratégie growth. Et c'est souvent une erreur qui est commise, c'est que le fondateur ou la fondatrice se prend du recul par rapport à ça et en se disant je vais mettre un head of growth à la tête, ça ne suffit pas. Et vraiment le cœur du business, du service, des offres, ça vient du fondateur ou de la fondatrice. ouais. Euh, et pour répondre à ces différentes étapes de croissance, par exemple, il faut plutôt un innovateur avec une connaissance produit parfaite au début, parce qu'il va vendre plutôt du produit et faire des itérations sur le produit. On voudra plutôt un expert un peu tactique au moment du décollage, ce point d'inflexion que je mentionnais tout à l'heure. Plutôt un manager et quelqu'un de structurant lorsqu'on est en phase de croissance, parce qu'il faut donc structurer la stratégie et la pérenniser. Et puis après, quand on est dans des phases de stagnation ou dans des phases de déclin, on cherche pas les mêmes profils, on cherche des profils qui soient pas forcément dans la structuration, mais qui retournent en fait à de la partie technique, voilà, de la rationalisation. Et puis parfois, sur des moments clés, on peut externaliser. Donc, l'étape de transition entre une forte croissance et de la stagnation, c'est aussi le moment où nous, on conseille souvent de faire des audits par des prestataires externes, de venir se faire épauler sur des expertises très, très spécifiques. Voilà, et des choses qui peuvent être pilotées par le Head of Growth. Et après, D'accord. en fonction de ces étapes et de ces qualités, on a plusieurs types de profils. On a des profils qui sont plutôt autour de l'acquisition, des traffic managers, product lead, qui vont être voilà, entre le produit et l'acquisition. On a plutôt ensuite des profils vers les fins de funnel, des CRM managers, voilà. Et puis après, d'autres types de profils type lead outbound, inbound manager, très spécifique, growth engineer, sales ops. Selon les entreprises, c'est plutôt du B2B, plutôt du B2C. Là où il y a des forces et des faiblesses, on viendra chercher des profils experts dans ces cas-là. D'accord, ok. J'essaie de rebondir rapidement sur la question. C'est Oui. pas facile, vu que tu as nommé beaucoup, beaucoup de profils. Euh, Si tu peux pas recruter toutes ces personnes-là, tu prends des prestataires, je suppose. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que selon le niveau de croissance, il faut choisir soit quelqu'un de très spécifique pour ce qu'on veut développer, par exemple quelqu'un qui est en charge du contenu. Tu parlais du contenu tout à l'heure, Ouais, du contenu organique et par exemple du SEO, et venir se faire épauler sur toute la partie paye d'acquisition qui demande beaucoup de technique et beaucoup de mise à jour au niveau des nouveautés. Ou alors on crée plutôt un head of growth qui aura une vision stratégique et on externalise toute la partie opérationnelle.
ou alors on vient, quand on a des personnes qui sont opérationnelles, chercher des prestations de CMO as a service où quelqu'un va venir justement apporter une vision Ah strat oui. globale. Voilà, nous on se positionne sur tout, on fait un peu l'intégralité, donc c'est intéressant pour les entreprises de parce que tout le monde n'a pas les moyens de recruter un head of growth. Je pense qu'on Ah parlera peut-être ben, des on salaires parlera à des un salaires, moment. oui. Ben en fait, non, mais vraiment, moi, je trouve que le head of growth, c'est vraiment un profil hyper intéressant. Je me demande justement à quel moment c'est intéressant de l'avoir. Et en fait, je pense que le head of growth, il faut tout de suite voir si c'est quelqu'un qui aura un rôle de stratège et d'organisateur de campagne, sans forcément Mmh, les mener lui-même. Ou alors quelqu'un qui, justement, va les mener lui-même, mais va vite toucher un plafond de verre, parce qu'il ne pourra pas faire des campagnes dans tous les sens et mmh. avec tous les leviers. Est-ce que tu peux nous aiguiller là-dessus? Qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire? Avoir justement quelqu'un plus technique au début et puis après qui va tout doucement déléguer les choses qu'il a plus le temps de faire, ou justement un stratège qui va directement s'entourer de prestataires? Bah, tout ça va aussi être drivé très fortement par l'étape dans laquelle est l'entreprise. C'est-à-dire qu'un Oui, c'est profil head vrai. of growth, qui, aujourd'hui va coûter, en moyenne sur le marché français entre 60 et 80 000 € mais qui a, Ouais, au moins 5 ans d'expérience, d'accord. si Donc il faut l'entreprise a les l'expérience. moyens voilà, c'est au moins de 5 ans d'expérience. Si l'entreprise a les moyens de se payer ce profil, mais que cette personne-là ne fait pas d'opérationnel, ça veut dire qu'il y aura un autre budget à dégager derrière Ah pour oui, un bien sûr. prestataire externe. Voilà, donc Ouais. ça devient, donc il faut quand même être dans un stade de croissance important. Si l'entreprise n'a pas trop de moyens, je dirais qu'il faut d'abord qu'elle aille recruter plutôt quelqu'un de plutôt junior et De de prendre junior. quelqu'un, voilà, d'externaliser la partie head of ou stratégie. Ça Euh, commence à faire plus sens pour moi, mais du coup, si tu veux vraiment je reviens dessus sur le head of growth qui va coûter entre 60 et 80 000 et qui va ensuite peut-être s'entourer d'autres prestataires. Niveau chiffre d'affaires, t'en es où? Est-ce que tu as 1 million, 2 millions, 3 millions? Alors, bah, tout dépend de la marge en fait et de la rentabilité de l'entreprise C'est plus que vrai, du ouais. chiffre d'affaires. Je pense qu'il faut se rendre compte aussi qu'un profil qui coûte 60 000 à 80 000 € en brut, ça revient presque le double pour une entreprise Ah, en là, tu France, parles hein. en brut, ok, d'accord. Tu parles en Ouais, brut, ouais. c'est vrai que, ok, d'accord. Donc 60 000 €, si je fais le calcul rapidement, pour une entreprise, le coût entreprise, il est de plus de 85 000 € ça coûte. Donc un profil à 80, à l'entreprise, ça lui coûte 112 000 euros. Donc, pour être capable de dégager un profil à 112 000 € à l'année, ça veut dire que la personne doit rapporter plus de 112 000 € de chiffre d'affaires. Si elle marge à 50%, je dois dire que c'est quelqu'un qui doit rapporter au moins 200 000 € de chiffre d'affaires. J'en sais rien, par exemple, si je fais un calcul rapide de rentabilité purement opérationnelle. Mais Ouais, c'est ça. donc, Pour générer 200 000 euros de chiffre d'affaires, il faut sûrement faire, je sais pas, investir des 10, 20 000 euros sur des plateformes et ensuite avoir de rentabilité à x5, x6. Je sais pas, là, je suis en train de faire des calculs rapides aussi. Pas facile en live. Donc, donc, oui, il faut tout de suite avoir du donc budget. concrètement, il faut que l'entreprise, elle soit déjà, qu'elle gagne quelques millions pour être capable Ouais, de je débloquer suis un d'accord. budget Ouais. en interne, plus du média, plus des prestataires, qui soit rentable avec le coût de production, le coût de service, voilà. Donc, même pour un choix d'équipe, avant de chercher des fonctionnalités, ça doit vraiment rentrer dans un plan business de l'entreprise. Ok. Tu as des conseils à donner pour ceux qui nous écoutent et qui justement réfléchiraient à recruter un profil growth, de comment justement prévoir ce budget-là, comment le calculer, un peu comme tu l'as fait très rapidement en live. Mmh. Ouais, bah, je pense qu'il faut, être tout à fait conscient de son stade de développement. Voilà, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. 2, prendre conscience du coût que ça a, de recruter. Donc, le fois 1,4 en coût entreprise en France sur, le coût d'un salaire, avec ce que ça implique de cotisations patronales, d'URSSAF, et cetera. Donc de se rendre compte de ce qu'on attend comme résultat chiffré de cette personne, avec en plus du budget média, des prestataires, etc. Donc en fait, c'est toute la Oui, BU marketing qu'il faut modéliser. Et puis voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, il faut le troisième point, c'est de se rendre compte que recruter la bonne personne, ça prend du temps. Il y a un peu une tension sur le marché et puis tout le monde n'a pas le même niveau, même avec un titre de head of growth, et ne sera oui. pas forcément adapté à la structure dans laquelle il ira. Donc il faut bien compter 6 mois pour trouver la bonne personne et 8 mois avant que la personne soit autonome, onboardée et génère de la valeur. Donc c'est quand même Ok, 6 à 8 c'est mois c'est vrai. d'investissement qu'il faut avoir en tête. C'est une bonne remarque aussi. Une autre question que j'avais qui est peut-être un peu bête, c'est est-ce que tu as un ratio entre les coûts marketing de l'entreprise avec justement le head of growth et ses revenus que vous avez, avec lequel vous avez l'habitude de travailler pour vos clients? Vous savez, voilà, ils génèrent 200 000 par mois. Niveau marketing, ils ne dépensent pas plus de, je sais
pas, 50 000 avec les profils et les agences? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, il y a deux manières de calculer. Souvent, dans les BP, voilà, quand on travaille sur de la modélisation ou de la prévision en marketing, les coûts marketing doivent représenter entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. Alors Ok, après, moi ça ça me paraît logique dépend, aussi. ça dépend disons, de l'agressivité du modèle d'investissement de l'entreprise, mais soit ces 10 à 20% comprennent aussi le staff et donc les charges RH, soit on ne parle que d'investissement marketing en médias, prestataires, etc. Mais normalement, c'est compris dedans, donc voilà, c'est... Moi, c'est compris dedans, hein. Moi, c'est comme ça Ouais, que je le ouais. vois, hein, 10 à 20% compris dedans. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce ratio en tête, donc je m'attendais à ce que tu me dises quelque chose comme ça. Mm. 20%, ça me paraît déjà pas mal. Après, ça dépend encore une fois des marges, comme tu l'avais déjà dit. Donc, toute entreprise est différente. Entre un e-commerce qui marche peut-être à 30% et une boîte de service qui marche pardon, Et, hors salaire à 50-60%. Donc, ouais, et tout puis on dépend de parlait ça, de l'agressivité de l'investissement, c'est-à-dire que certaines entreprises décident de ne au pas être financier, ouais. rentables sur leurs Ah, premières je les années. connais. Voilà, donc ça c'est d'autres sujets. C'est pour ça que c'est un peu difficile de se prononcer. Mais si on prend Oui, je l'exemple sais. de Deliveroo ou Uber Eats par exemple, qui dépensent énormément en acquisition, en marketing, n'en sont pas à de la À rentabilité 20%. opérationnelle sur leur voilà, c'est à Non. 20%. C'est-à-dire qu'ils en sont à 100%. Ouais, c'est très sûrement. Ça, je n'irai pas m'avancer, j'ai pas assez d'expérience pour le savoir et pour le deviner. Ok, là c'est beaucoup plus clair. En tout cas, c'était vraiment un truc difficile à défricher. Mais après, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et si justement tu décides de te rabattre sur un profil plus junior, quelles sont les choses à savoir, à avoir en tête pour pas se tromper et pour prendre la bonne personne? Euh, je pense qu'il faut savoir que pour les profils growth, ce qui est important, c'est beaucoup de qualités qu'on appellerait soft skills, donc des qualités Ouais, à la fois de savoir-être et de potentiel. Je pense que sur des profils plus juniors, il faut absolument des personnes qui ont la double casquette un petit peu schizophrène de une tendance à être super rigoureux, carré, analytique et pour autant créatif, hein, qui ont cette volonté et curiosité, cette curiosité, cette envie d'apprendre et une courbe de croissance d'apprentissage rapide. c'est rapide, ouais. À force de parler de courbe de croissance, je dis le mot tout le temps. Mais voilà, j'irai chercher un potentiel d'apprentissage et de curiosité, parce que pour être bon en growth, faut se renseigner tout le temps, Oui, faut écouter des podcasts comme le tien, il faut lire des livres, il faut lire des articles, des blogs, ah, c'est il clair. faut suivre des gens sur LinkedIn, il faut lire des newsletters. Voilà, ça demande un investissement intellectuel, ou en tout cas une envie de s'investir pour devenir bon. Parce que c'est pas les 3 tutos de comment mettre des campagnes Facebook en ligne qui vont faire de quelqu'un un bon growth. Et ça demande aussi une maturité business. Donc voilà, cette curiosité-là sur des profils juniors, je pense, voilà, avec quelques bases quand même, hein, de rigueur, de base, Oui, d'analyse. Voilà. tu as quelques compétences déjà acquises. Mais Mm. franchement, tu as trop bien résumé ce que j'avais en tête, vraiment analytique, créatif, curieux, c'est-à-dire qui se forme en continu, et dernièrement, qui a des connaissances business et qui est capable de comprendre des sujets comme la marge, les Mm. coûts d'acquisition, les rapports, les ratios entre coûts marketing et revenus générés. Euh, Franchement, c'est très bien résumé. Ce que je vais te poser aussi comme question, c'est quoi finalement ton process de A à Z pour recruter un profil growth? Combien d'entretiens ça va il va-t-il y avoir? Est-ce qu'il y a des études de cas? Est-ce qu'il y a des rencontres avec certaines personnes dans Mhm. l'entreprise? Ça, je suis curieux de le savoir aussi. Oui, alors nous, on a un process qui a évolué avec le temps. Alors, il faut savoir que de toute façon, le recrutement, c'est la matière la plus difficile. On peut se tromper souvent. Et, je crois qu'il y a le ratio qui dit qu'on se trompe une fois sur deux. Bon, j'espère ne pas m'être autant trompée. En tout cas, mais je suis ravie de mon équipe aujourd'hui. Mais Mhm. euh, ça arrive, voilà, ça reste de l'humain, le recrutement, donc on peut jamais scientifiser ça, si ça se dit. Nous, on utilise, vous avez peut-être entendu parler du livre The Hay Method for Hiring. Bah écoute, ouais, j'ai Euh, entendu parler. Jamais lu, il voilà. paraît que c'est bien. Mm. Oui, c'est très intéressant. En tout cas, nous, ce qu'on en a retenu et ce qu'on utilise, en fait, on a essayé de structurer le process de recrutement. Et ça paraît évident, mais il faut bien le faire. La définition du rôle, des compétences qui sont souhaitées, en fait, plus que du rôle, on va jusqu'aux compétences, comme dans une matrice de compétences. Et nous, ces matrices de compétences, on les fait il y a 3 parties. Il y a le savoir disons, théorique, le savoir-faire, c'est le savoir-faire technique, et puis le savoir-être. On en parlait tout à l'heure, la curiosité, tout Les soft ça. skills, ouais. Mm. Voilà, les soft skills. Donc, c'est un mix de hard skills et soft skills, et puis dans les hard skills, de savoir théorique et de savoir technique. Et suite à ça, on définit une scorecard
C'est-à-dire qu'on va pondérer un peu ce qui est le plus important pour nous pour ce poste, parce qu'il y a bien évidemment, il faut avoir plein de trucs, mais peut-être que certaines compétences soft skills, techniques vont être plus importantes sur ce poste-là, donc on pondère ça. Et puis ensuite, nous, pour éviter un maximum d'erreurs, maintenant, on a plusieurs interviews. Donc on commence par un entretien RH, qui est un entretien de compréhension du profil, de présentation, Comme toujours, de ouais. découverte, voilà, Motivation, etc. exactement, de motivation. Si la personne est sélectionnée, ensuite on fait passer un cas pratique. Le cas pratique, il est technique, directement pour checker les compétences techniques. Ce cas pratique, il est présenté à des opérationnels de l'équipe dans une langue étrangère, généralement l'anglais. Et ensuite, si toutes ces étapes sont passées, que c'est validé, que les scorecards, en fait, moyenne de tout le monde dépassent le score idéal et que les recommandations sont positives, moi, je fais passer un dernier entretien, là, pour le coup, pour cerner le potentiel, l'envie, la motivation, comment cette personne s'intégrerait dans l'équipe, parce que le fit dans la culture d'entreprise est super clé aussi. Trop, Voilà. trop bien dit. Franchement, moi, je trouve justement le fit culture, pour moi, je le vois au premier entretien et puis après encore au dernier pour voir encore, OK, après tout ce qu'on s'est dit là maintenant, après tout ce que tu as Mhm. découvert sur nous, est-ce que tu perçois un peu nos valeurs? Comment tu t'intégrerais chez nous? Moi, je pose souvent la question du remote, puisque ben voilà, nous, on est plutôt une culture remote, donc j'insiste beaucoup là-dessus, parce que Mhm. je pense que c'est un énorme challenge pour une personne qui n'a pas été en remote ou qui n'a pas fait beaucoup de remote auparavant, de justement rejoindre notre entreprise remote. Donc, du coup, je pense que le fit culturel est hyper important. Mais je te rejoins sur tout ce que tu as dit, hein. Franchement, le premier entretien, pour moi, c'est vraiment la base, c'est comprendre qui on a devant soi, quelles sont ses expériences passées, quelles sont peut-être les qualités qu'on peut assez vite percevoir en lui parlant et en regardant un peu, en faisant un screening du CV en live. Et je dirais aussi, ben voilà, pourquoi la personne nous a contactés, pourquoi elle veut rejoindre l'entreprise en question, pourquoi elle va avoir ce poste. Donc, je pense que beaucoup de pourquoi dans cet entretien-là, j'ai Mhm. remarqué. Et le deuxième entretien, comme tu dis, c'est beaucoup du comment, c'est des études de cas, c'est pratique, il faut le présenter. Alors nous, c'est vrai que c'est plus quelque chose que je fais en live, donc c'est-à-dire on se pose 1 heure et demie, tu n'as rien à préparer, ça se fait juste en live, donc on regarde ensemble des campagnes, je pose des questions spécifiques, je prends ensuite des D'accord. créas, je pose des questions là-dessus. Intéressant. Ouais, c'est Ouais, intéressant franchement, ça aussi. je suis Mhm. content du truc. En tout cas, moi, il me permet assez bien de juger les compétences techniques et les talents de la personne. Et je peux vite voir en tout cas, je ne me suis pas beaucoup trompé là-dessus. Je peux voir son potentiel. Après, je trouve que le fait aussi de préparer un cas pratique et de laisser à la personne tout le temps dont elle a besoin pour le préparer et ensuite le présenter, c'est peut-être même encore plus avancé. Mais après, derrière, il faut avoir le Je bon pense cas pratique parce que la Ouais, je personne pense peut que quand même. les deux ont leur valeur, puisque le live, c'est aussi intéressant. On voit vite des choses. Les gens n'ont pas pas le temps de se faire aider, ni Ouais, de c'est peaufiner, ça, ni de relire. Qu'on voit vraiment exactement. la structure de réflexion. Je pense que c'est intéressant aussi ta technique. Et ouais, non, je pense que, voilà, après, on ne réinvente pas la roue. Mais là où je te rejoins aussi, c'est que nous, on essaye beaucoup on dit tout aux entretiens, notre culture, comment on est. Il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que parce que parfois les erreurs de recrutement, c'est pas tant que nous on s'est trompé sur le profil, c'est aussi que la personne s'est trompée sur ce qu'elle imagine être Ouais, c'est sur ça. le poste et l'équipe. Donc pour laisser le moins de déception possible, voilà, on prévient. Donc on peut dire aussi que le growth c'est une matière exigeante. Le growth en cabinet de growth, c'est encore plus exigeant. Donc on parle aussi de l'intensité de travail, de l'intensité d'apprentissage, de la rapidité qu'on attend sur les courbes d'apprentissage, de jongler entre les sujets. Tout ça, c'est tout dit. Voilà, comme ça, au moins, les personnes, elles rentrent en connaissance de cause et on a moins de désillusions de notre côté comme de l'autre côté. Euh, et généralement, c'est aussi des feedbacks qui nous sont donnés par les personnes qui nous rejoignent. C'est ah, tu nous avais pas menti sur l'équipe, elle est trop sympa, Ouais. solidaire, voilà. Ah, tu nous avais pas menti, du coup, je suis pas surprise sur la charge de travail, je suis pas surprise sur l'intensité. Euh, voilà, et comme ça, au moins, il y a moins de. Le fit Mais est clair. Et puis ceux qui ont peur, pour qui ça ne va pas, ou pour qui ils n'ont pas assez de motivation pour faire un cas pratique qui va leur prendre plusieurs heures, au voilà, moins, voilà, ça c'est fait un gros partie aussi filtrage. du. Voilà, exactement. Ouais, ça fait partie du filtre et tout. J'aime bien aussi le fait que vous avez une scorecard à la fin pour vraiment juger toutes certaines compétences. Moi, c'est un truc que j'ai pas encore développé parce que j'ai pas encore lu le livre et je vais le faire. Mais je trouve que, comme tu disais, en amont, en fait, faire comprendre à la personne à quoi ressemble la culture, comment est l'équipe, quelle est un peu la mentalité, pour pas qu'il y ait de déception, c'est hyper important parce que souvent on dit oui, mais j'ai fait une erreur de recrutement. Mais en réalité, si la personne n'a pas été mise dans les meilleures conditions dès le départ, en fait, comme l'onboarding est pas bon, comme ça se passe mal dès le début, bah, ça peut être un problème. Tout Mais à fait. ce que vous faites qui est intéressant, c'est que la personne doit présenter le cas devant l'équipe opérationnelle. Et aujourd'hui, c'est pas encore ce que je fais, mais je vais le faire bientôt parce que maintenant on commence à être petite. Enfin, on est proche de 10 personnes, on est 9.
Donc c'est Top. parfait. Et je pense qu'on peut mettre 2 personnes en plus de moi pour l'étude de cas. Et là, ça peut être intéressant, tu vois. Donc c'est un peu ce Mm, que j'ai en tête parce que c'est vrai que souvent, maintenant, enfin, chaque entretien que j'ai fait, c'était les 3 avec moi. Donc en fait, quand tu arrives, tu connais pas les gens dans l'équipe. Tu sais pas quelle est la mm, mentalité, s'ils sont comme moi ou pas. Et donc, c'est un petit truc que je pense améliorer. Mais vraiment aligné avec ce process-là, et je trouve que c'est l'un des meilleurs que tu puisses avoir. C'est vraiment premier entretien. Et à nouveau, le premier entretien, il est trop bien parce qu'en fait, tu vois si tu peux t'entendre avec la personne, tu vois si elle peut s'intégrer dans l'équipe, tu vois ses motivations, ses expériences passées. Pour moi, c'est hyper important. Il ne faut pas essayer de tout faire en même temps et en fait d'essayer de juger déjà les compétences techniques de la personne en lui disant dans le premier entretien, alors comment tu ferais une campagne ou comment tu ferais ceci, cela. Autant avoir vraiment une étude de cas bien corsée et que soit tu fais en live ou soit que tu prépares. Donc un très mhm. bon process. Par contre, question que je peux te poser là comme ça, c'est niveau salaire, est-ce que tu en parles dès le premier entretien, au troisième, au deuxième? Moi, ça dépend Euh, vraiment. Donc, ouais, ouais. c'est une bonne question. Non, non, je sais pas si on en parle, si on doit en parler dès le. Bon, c'est des conversations qui arrivent plutôt en fin de process. D'accord avec toi. Ouais. Enfin, Moi, c'est comme ça aussi. ouais, je crois, j'avoue que ça dépend des profils, mais Ça c'est pas, dépend. Oui. c'est généralement Ouais, pas des pardon. conversations qui arrivent trop tôt. Euh, Et c'est pas toujours Parce bon que, signe. Moi, pour moi, quand ça arrive trop mm, tôt et que c'est une personne qui est très junior, qu'elle te demande directement le salaire, moi, je sens pas trop, personnellement. Après, c'est mon avis. non, ça dépend, c'est compréhensible aussi, parce que ça fait partie intégrante d'un job, hein. Le job, c'est aussi fait pour gagner un salaire, donc ça se comprend. Euh, je pense que c'est aussi, nous, la question ne vient pas trop, puisqu'on est carrément dans les prix du marché et on paye mieux qu'une agence classique, donc peut-être que, comme on n'a pas cette réputation, enfin, je pense que c'est aussi parfois des questions de réputation, quand on est connu un Ouais. peu, si on a la réputation de mal payer, ou voilà, peut-être que les conversations arrivent plus facilement. Euh, Donc, quand on est dans les prix du marché, généralement, c'est pas trop un questionnement. Nous, on fait plutôt des salaires qui sont fairs. Donc, en fait, il n'y a jamais vraiment de négo, puisque, Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est voilà. plus rare. Donc, en fait, c'est un peu une non-question. Les gens rejoignent plutôt un projet, une envie de grandir, de toucher plein de choses et de se former. Et bien évidemment, le salaire, pour nous, on le fait de manière faire. Donc, après, je crois que ça arrive plutôt à la fin. Ouais, Ouais, moi aussi. Mais j'ai remarqué aussi que quand il y a des négociations de salaire et qu'elles sont pas toujours justifiées ou que ça devient vraiment de l'acharnement pour parfois ouais. même pas 100 euros, moi, voilà, quand j'ai déjà eu l'expérience, donc je le sens plus trop. Et c'est pour ça que je pose la question juste par curiosité. Mais moi, c'est vrai que dès le départ dans la conversation, la première demi-heure, qu'on parle déjà de salaire, je me dis, à Non, moins je que c'est vraiment comprends. une personne qui a des grosses prétentions et qui a déjà beaucoup d'expérience, je le comprends parfaitement, ou qui veut, ou je sais pas si toi tu as déjà ça, des personnes qui sont déjà dans des entreprises qui veulent rejoindre la tienne, donc du coup faire la passerelle. Là aussi, tu peux comprendre qu'ils posent la question à la fin du premier entretien. Tiens, au niveau salaire, est-ce que Mm. tu peux m'en parler déjà maintenant? Là, je comprends, tu vois. Non, Donc, mais je pense que ce que tu soulignes, en fait, c'est que, mais c'est pareil pour nous, c'est que toute relation, pour que ça se passe bien, et dans la manière dont on travaille, c'est qu'il faut avoir envie de rejoindre un projet, et pour ça, il faut c'est vrai. de la confiance, et on n'est pas vraiment sur des relations transactionnelles uniquement. C'est ça que je veux dire, ouais. Donc voilà, donc oui, oui, effectivement. Alors nous, ça nous arrive plus, mais on a quand même on fait aussi beaucoup de chasse, et donc quand on fait de la chasse et qu'on va chercher des profils dans d'autres entreprises, forcément les personnes veulent comparer par rapport à ce qu'elles ont, et puis c'est nous qui venons les chercher. Donc dans ces cas-là, c'est un peu la différence, c'est on vous offre tout ça et le salaire sera tant. Est-ce que ça matche ou pas? Et là, on le dit directement pour pas perdre de D'accord, temps. ouais, je vois. Voilà. Ouais. Sur les candidatures entrantes, c'est eux qui viennent et qui savent vers quoi se positionner, donc généralement c'est pas les mêmes étapes, Oui, quoi. parce que de toute façon, dans une fiche de poste, tu peux mettre aussi le salaire approximatif en fonction de l'expérience, mettre voilà, entre 35 et 40 k. Et puis voilà, ça peut Mm. déjà un tout petit peu aider. L'histoire de l'achat, c'est peut-être un autre sujet, mais moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est justement se dire, tiens, j'ai ce profil-là en tête et je vais aller chercher directement et en fait, directement contacter la personne et lui dire, écoute, je recherche des personnes comme toi qui ont le même profil. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu connais quelqu'un? Je pense justement à le faire aussi pour certains profils. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. Ouais, nous, on fait beaucoup de chasse, puisqu'on va chercher dans des entreprises très spécifiques. On va aller chercher dans des scale-up, des startups où les Ouais, personnes ont vécu de l'hypercroissance, voire même de la décroissance. C'est intéressant aussi. Ont eu du ouais, budget, pas de budget. On prend voilà, un peu de tout, mais qui ont vécu du coup cette pression de l'hypercroissance. Pour nous, c'est important. On va sinon chercher des profils qui connaissent l'entrepreneuriat ou qui ont eu des side projects, des projets sur le côté, qui ont vécu l'expérience de l'entrepreneuriat à un ok, moment ouais. Donc, tu aimes ou bien des quand même ces profils. profils-là, ouais. Ouais, Qui ont ouais, bah nous, déjà. c'est un Ok. ADN fort, ouais, c'est un ADN très fort parce que ça donne une vraie notion business. Euh, et puis des profils très data aussi, dans des entreprises, voilà,
ciblées. Ça peut être des agences très data ou des entreprises un peu plus tech. Voilà, ça c'est les personnes c'est les endroits dans lesquels on va chasser généralement. D'accord. Oui, c'est Après logique pour un maintenant, profil growth. voilà. Oui, pour faire du growth, quand on a des besoins pas spécifiques, sinon on a globalement beaucoup de candidatures entrantes et on traite aujourd'hui majoritairement des candidatures. Ouais, d'accord. Bah, moi, je peux donner ma vision des choses. Moi aussi, je recherche 2 types de profils, enfin 3 types, je dirais. Soit qui ont déjà travaillé en agence créa pour la partie créa, soit en agence Mm. média pour la partie média, ou alors qui justement ont déjà un profil un peu freelance, indépendant, qui étaient à leur compte et qui souhaitent cette fois-ci finalement rejoindre un projet plus que être seul dans leur entreprise. Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. Personnellement, j'ai plus trop envie de prendre des profils totalement juniors et vierges parce que ça me fait peur. En fait, je me dis que ça pourrait ne pas Mm. marcher. Donc, je préfère ne plus le faire et je préfère avoir quelqu'un qui a 6 mois, 1 an d'expérience, peu importe, dans une des structures que j'ai citées, que de prendre une personne qui vient de sortir de l'école. Je sais que certains le font, mais je pense que si on le fait chez nous, je pense que ça sera plus en stage ou alternance Mm. pour être vite formé et être, comment dire, être intégré dans l'ADN de l'entreprise, prendre un peu ses marques et voilà. Je t'ai rajouté ça parce que c'est un peu comme ça que je le Ouais, vois ouais, pour mon entreprise en tant qu'agence. je Et donc, du comprends. coup, tu as répondu à mes questions spontanément sur où vas-tu les Ah, chercher, parce que c'était une de mes questions. d'accord. Niveau salaire, c'est vrai tu en as un tout petit peu parlé pour le Head of Growth qui a 5 ans d'expérience. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les salaires qui sont médians pour différents types de profils en growth? Ouais, je pense que alors je me base aussi sur une étude qui a été faite par mon acolyte Jérémy Goyot, avec qui on organise justement les Growth Awards, les premiers Growth Awards cette année en 2022, mais qui on va faire cet événement plusieurs années d'affilée, où on remet des awards justement à des stratégies growth, des head of growth, etc. Et qui lui a créé une petite communauté autour du growth qui s'appelle Growth Talent, Ok. où il a fait cette étude justement des salaires. Euh, donc c'est assez représentatif et je suis hyper alignée avec les résultats qui sont sortis. Donc ça me conforte sur le fait qu'on est dans les bons, on est dans le juste prix chez Spag. Pour tout ce qui est junior, donc on est sur entre 0 et 2 ans d'expérience. Je dirais que la moyenne elle est autour de 30K à peu près. Voilà, ça varie, 30, 32, 35. Et ça peut monter jusqu'à 40, mais ça dépend vraiment des études et de l'expérience et de ce qui s'est passé pendant ces 2 premières années d'expérience. Et puis, voilà, je disais, un head of growth, mais il n'y a pas que ça, il y a la partie intermédiaire, de 3 à 5 ans d'expérience de growth manager, Oui. on est plutôt dans les 40-50K, tout dépend de la spécificité et du stade de développement de l'entreprise. Head of growth, je dirais entre 60 et 80, et puis ça peut monter jusqu'à 120, 140 pour des VP growth. Donc là, on est plutôt même sur des fonctions presque d'associés, de direction, de Ouais. board. Ouais, je Voilà, vois. ça c'est beaucoup plus d'expérience. Mais globalement, ce qu'on remarque aussi, c'est que le salaire, il augmente avec le management. Si la personne a du management, le salaire augmente. Ça, les gens oublient souvent. Et puis, on Oui. remarque aussi pas mal dans le milieu du growth que les gens aujourd'hui ne veulent plus manager. Ils veulent être experts techniques, mais il faut savoir que c'est une des limites à la croissance de salaire. Et puis, ça varie en Ouais. fonction de l'année d'expérience. Pour moi, en gros, je trouve que la différence, elle se fait vraiment en termes de salaire, j'entends, après 5 ans d'expérience, puisque là, on a vraiment des choses à apporter, on a vraiment vécu, il y a de l'expérience. Euh, Ouais, c'est vrai que ça Avant devient ça, exponentiel en termes de salaire, quoi. Tu passes plus de ouais, 40 à voilà. 50, tu passes de 60 à 90, puis après 120, etc., quoi. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être pas autant, mais oui, globalement, c'est là où on a une vraie valeur ajoutée. Avant 5 ans d'expérience, c'est des salaires assez classiques de sortie d'école et Oui, de voilà, un cadre. petit peu Mm. plus de cadre, voilà. C'est aussi pour ça que nous, on conseille aux jeunes qui passent chez nous et qui se sont chassés parce que notoriété, parce que voilà, de pas changer trop vite, de bien faire attention, parce que de la course au salaire, en fait, ils vont se capter tout seuls s'ils font ça. C'est-à-dire s'ils changent très vite une première fois, puis très vite une deuxième fois, ils vont arriver à 3 ans à l'équivalent de 4 ans d'expérience, là où ils pourraient faire leur courbe exponentielle en n'ayant eu que des petites expériences sur lesquelles ils pourront pas capitaliser. Ils vont mettre beaucoup plus de temps et ils seront pas justement, ils seront pas capitalisés sur une grosse expérience qui leur permettra de prendre des gros postes. Parce que les sauts de puce en growth, c'est pas très, Oui, je c'est pas très vois, bien genre vu parce que c'est pas tous les très ans, tu solide. changes. Ouais, tous Voilà, les tous ans, tu les changes de plan, ans, ça fait bizarre, ouais. Mm. ouais, ça va pas. Et je pense que c'est peut-être un des apprentissages, c'est de faire attention. C'est pas parce qu'on est chassé que c'est le moment de partir, dans n'importe quelle entreprise d'ailleurs. Et que il faut bien réfléchir à ça et que c'est la compétence grosse solide technique, elle intervient vraiment après les 5 ans. C'est là où on a une vraie différence à apporter sur le marché parce qu'on a de la strat, de la vision business, de l'opérationnel. On a vécu des C'est choses. vrai. On a vécu des choses. Ouais, c'est Ouais. surtout ça.
Bah, même pour les agents d'acquisition qui cherchent des directeurs de compte ou des créatifs, s'il y en a un qui tous les ans change d'agence ou C'est ça. d'annonceur, ça fait bizarre. Ça fait Mm, bizarre, c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est un red flag, mais ça fait bizarre. mm. Ok. Bah, écoute, juste pour terminer sur ce sujet, j'avais une question sur bah, la partie organisationnelle. C'est une fois que l'équipe est en place, ou Ouais. en tout cas qu'il y a au moins une personne de profil growth chez l'annonceur ou au sein de l'agence. Comment s'organise-t-elle? Est-ce qu'il y a des meetings à des moments spécifiques? Quels sont les outils que vous utilisez? À quoi ressemblent vos tableaux de reporting? Quels sont ceux qu'il faut avoir absolument? Donc voilà ce que je t'avais un peu Ouais. énoncé avant, Ouh quoi. là là, plein de questions en une. Alors, Oui, je sais, c'est parce que euh, on peut commencer, si tu veux, on peut commencer par vraiment la partie, excuse-moi, hein, la partie organisation et meeting. Donc, ouais, non, comment pas ça de se passe? problème, j'ai retenu. Euh, Alors, je vais parler de mon cas et puis après ce qu'on conseille à nos clients, parce que c'est spécifique. Nous, ce qu'on Oui, conseille en cabinet de growth, enfin, ce qu'on a nous, ce qui nous importe le plus, nous, ce sont les performances de nos clients. Donc, nous, on a vraiment des meetings tous les lundis matins de performance de tous nos clients, voir où ils en sont dans leur campagne, qu'est-ce qui est en cours, comment on modifie ça. Donc, on a toutes nos courbes par rapport à l'objectif où on en est, est-ce qu'on est dans les coûts, voilà. Et en fait, on a l'outil est très simple. Hein, on a un PowerPoint avec une slide par client et on check d'accord. les Ouais, perfs. c'est carrément ça, ouais. Ok, d'accord. Donc, chacun va Toute, remplir une slide et ouais, ouais, toute l'équipe est au courant de tout ce qui se passe trop bien. Ouais, sur tous les clients pour donner son avis, aider, trouver ouais, des nouvelles idées, sauf sur des clients où on a des clients qui peuvent être concurrents, ça arrive parfois, donc eux ils sont pas dans les weekly meetings. Et donc là, les données sont confidentielles. Et puis, on a, nous, ensuite, des canaux Slack par équipe projet, par client, où justement, toutes les données des clients sont diffusées dessus. Justement, les campagnes sont lancées, c'est ça les perfs, etc. Donc comme ça, ils peuvent rebondir les uns avec les autres. Ça, c'est même pour chose, ouais. nous. Mm. Et pour ce qui est et puis après, les chefs de projet, enfin, nos growth marketing experts font leur meeting avec leurs équipes dans la semaine en fonction de ce qu'il y a à faire. Et après, ce qu'on conseille, nous, à nos clients et ce qu'on met en place chez nos clients, généralement, ce qu'on appelle des growth meetings. Euh, ça peut durer 1 heure, mais ça peut être court aussi. Hein, c'est une fois par semaine. On revoit, ça commence par 15 minutes de revue des indicateurs KPI, performance ouais. et de là où on doit focus, des gros angles principaux. Puis 10 minutes où on regarde les sprints de tests qui ont été faits la semaine d'avant. Ouais, Voilà, qu'est-ce que ça a donné, les résultats, comment on itère, où est-ce qu'on va cette semaine. Donc ça, c'est ouais. les 15 minutes d'après, généralement d'apprentissage des tests qui vont orienter la suite. Euh, on revérifie si on n'avait pas des idées un petit peu les 5 dernières minutes dans le backlog, des idées créatives de long terme qu'on pourrait mettre en place. Voilà. Et puis, globalement, on finit les 15 dernières minutes par on sélectionne les projets, on priorise et on organise les next steps pour les prochaines étapes pour la semaine à venir. Donc, c'est assez structuré. C'est le focus, les indicateurs de performance, on regarde les tests, les résultats, les Ah ben, apprentissages des tests et ensuite on prévoit la semaine d'après. ouais, j'aime beaucoup cette structure de meeting et c'est un truc qui peut être carrément utilisé. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'on fait avec nos clients quand on a des meetings hebdo, quand ils ont des gros budgets. C'est plus ou moins ce que tu as dit, hein, c'est revue des performances. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière en termes de sprint, itération. Enfin, nous, on appelle ça plutôt des tests. Et Mm. puis après, ben, quels sont les recos pour la semaine suivante, les actions qu'on va mener. Donc, ça, j'aime bien. Tu parlais aussi des growth meetings que vous avez, enfin, pas des meetings que vous avez en interne où chacun va Mhm. présenter une problématique client, en tout cas, les résultats, les Ouais. problématiques. Nous, on fait pareil, mais avec Notion. Et c'est pas des PowerPoint, c'est juste que chacun va présenter va parler de ses 5-6 clients et on va en parler. Le truc, c'est qu'on est limité par le temps, donc comme ça dure 1 heure, souvent on va un peu vite. Donc ça pourrait durer plus longtemps. Moi, Mm. j'assiste encore et je trouve que c'est hyper intéressant pour tout le monde parce que, comme tu disais, les gens peuvent intervenir, donner leur avis. Ah, moi, Et j'assiste à tous les weekly meetings de toutes les semaines. Je c'est suis au courant de normal. tout ce qui se passe. Ah, Ouais, ouais, c'est c'est sûr. ça, c'est ça. Alors, Mm. tu vois, voilà, ton équipe, je pense que vous êtes une bonne vingtaine, voire même plus. Et pour autant, tu vois tout ce qui se passe. Et en fait, derrière, en fait, tu perds pas ta compétence, tu perds pas ton expertise. Tu vois un peu Mm. les problèmes qui sont récurrents et qui reviennent. Et tu peux en parler sur des podcasts. Donc c'est important. Ok. Et une dernière chose, est-ce que vous avez des routines, rituels qui est encore une fois liées à l'organisation et la cohésion de l'équipe? Growth. Ouais, je le disais au début, on a une équipe qui est super solidaire, il y a beaucoup de partage, d'entraide. Nous, ça fait partie vraiment de l'ADN et je pense que c'est même dans les profils qu'on recrute, on cherche des personnes qui sont vraies bienveillantes, généreuses. Voilà, on n'est pas du tout pour les profils très procéduriers, très égoïstes, très voilà, Compétiteur, ça marche peut-être. pas compétiteur non plus effectivement dans le milieu, dans ce qu'on fait, c'est pas bon. On a des Slack où il y a beaucoup de partage de connaissances sur des articles qu'on a lus, etc. On a notre growth expert qui va partager toutes les
toutes les news, des tendances, les trends, enfin, qui a toute une partie business intelligence dans son rôle aussi pour partager à l'équipe. Nous, dans des petits trucs marrants qu'on a, comme on s'appelle SPAG, on fait comme des C'est pas sorciers. Je sais pas si tu connais l'émission des années Oui, 90 je connais avec deux noms, Fred ouais. et Jamy. Nous, on appelle ça des SPAG sorciers en interne. Une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, quelqu'un de l'équipe vient parler d'un sujet. Donc, on a tout un programme avec plein de choses. Les gens se battent pour présenter des choses et c'est sur l'heure du midi, un vendredi midi, où les gens présentent à toute l'équipe. D'accord, mais Euh, il présente, pour bien comprendre, il présente. Qu'est-ce qu'il présente? J'ai pas bien compris. C'est une. C'est des sujets, ça peut être des sujets growth, donc ça peut être par exemple un SPAC sorcier sur Performance Max, ça peut être sur D'accord, ok, trop comment bien. bien faire des tracking, comment moi je fais aussi par exemple des C'est pas sorcier sur de l'organisation de la productivité, sur Ah ouais, tout le j'adore. monde s'y met, voilà. Moi j'en ai Tout, fait un sur le français, par exemple, comme on a une équipe internationale, on a répondu à plein de questions sur l'orthographe et la grammaire. Ah, mais c'est Voilà, génial, ouais, j'adore. C'est un truc que je il voudrais bien mettre en place. Donc, tu le fais toutes les 2 semaines, 1 heure ou plus qu'1 heure? ouais, entre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, 1 heure le vendredi midi. Vraiment une très bonne idée. Merci pour le conseil. Ouais. Et j'allais dire, nous aussi, on a une chaîne Slack qui s'appelle Veille, où on met justement les articles qu'on a lus et limite ceux qui veulent les lire les lisent. Mais c'est vrai que j'impose plus de lire un article ou d'écouter un podcast. Ce que je faisais avant, c'est écouter ça et lisez ça. Là, on a Mm. le channel et chacun donne son. Enfin, en fait, tout le monde est responsable en fait d'apporter sa connaissance et ce qu'il lit au quotidien. Ouais. Donc on Et s'abonne. voilà. Et puis après, comme je disais, on a des parcours de formation interne qui sont sur 3 thématiques, le growth, l'entrepreneuriat, le leadership, où là, on a aussi des vraies formations qu'on paye Ouais, comme tout le monde, des d'accord, ouais. formations no code, voilà. Et puis pour tout ce qui est entrepreneuriat, on a mis en place tous les mois, on a un entrepreneur connu qui vient parler dans nos bureaux à l'équipe de son expérience entrepreneur, voilà, les petits hacks de growth qu'ils ont fait. Ah, c'est une bonne idée, ça, ouais. Voilà, C'est donc une ça bonne c'est idée. sympa. Et puis après on a des séminaires comme tout le monde où on travaille toute la journée et puis on fait la fête le soir. Ouais, je vois. Enfin, quand tu dis séminaire, c'est plutôt team building ou c'est vraiment, tu appelles ça un séminaire? Parce que nous, on aime bien parler de team building et là, c'est plus 2, 3 jours ensemble. Et en effet, on peut faire des petits ateliers, mais pas forcément un séminaire toute la journée. Ou Ah le oui, séminaire, c'est encore on autre a les chose. deux. Alors nous on est 25 maintenant, donc nous on fait plutôt une journée de travail, c'est très studieux la journée. Et après on a déjà fait aussi plusieurs jours, ça dépend des fois. En fait on regroupe les bureaux ensemble et voilà. Oui, parce que vous avez des bureaux à Lille et à Paris. Ok. Ouais. D'accord. Donc, séminaire, ça, c'est une bonne idée. Et les journées. Donc là, tu parlais aussi de journée formation ou après-midi formation. Quand tu dis que c'est payant, tu fais intervenir des intervenants externes ou c'est des gens, justement, de. Je n'ai Ouais, pas bien compris. ouais, c'est ça, des intervenants externes. Enfin, on a des formations d'autres personnes spécifiques sur des sujets. Tu vois, on va avoir une personne chez nous qui va suivre 5 mois de formation en no-code, une personne chez nous qui va suivre une formation en Google avancé, et qui partagera aux Oui. autres. Voilà, c'est spécifique, par exemple, ça dépend des sujets. D'accord, c'est spécifique, ça dépend des besoins. La personne va la suivre, elle va sûrement avoir des slides de présentation, un recording ou un truc comme ça, et puis après, elle le Exactement. partage aux autres. Ouais, Ok, je ouais. vois. Très bonne idée. Ça marche. Écoute, j'ai terminé pour mes questions là-dessus. C'était plus long que ce qu'on avait, ce que Ah. j'avais pensé au départ, mais c'est pas grave, c'était trop intéressant. Mais si tu as encore l'énergie, on peut y aller à fond sur la rétention et vraiment Allez, aborder ce sujet de A à Z. Ok. je serais ravie de partager la rétention à ton audience. C'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur le growth. La semaine prochaine, je vous retrouve pour parler rétention avec Coralie. Ce sera un peu plus technique que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais soyez sûr que ça vous sera utile. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça vous prend à peine 2 minutes. Et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.